On parle beaucoup de création de contenu, mais on parle beaucoup moins de ce que ça coûte vraiment pour les dirigeantes, entrepreneurs et fondatrices. La plupart des dirigeantes sont dans une fatigue de création de contenu. C'est-à-dire que on a les clients à gérer, on a l'équipe à manager, on a la réputation à tenir, on a les événements auxquels assister, les partenariats, l'école prospect, etc. Et puis à côté de ça, on nous demande, ou en tout cas on a l'impression qu'on devrait être présente quotidiennement dans le marketing et la communication. Et donc là, on va pas parler de stratégie de contenu en tant que telle, mais plutôt de la pression, en fait, que vous avez sur vos épaules tous les jours, toutes les semaines, à vous dire, il faut que je continue à être présente puisque je suis la voix, l'image de mon entreprise. Il faut que je sois présente pour ma communauté, malgré tout ce que j'ai à faire, malgré tous les incendies que je suis en train d'éteindre au quotidien. Et puis là où ça génère de l'attention, c'est que vous le savez, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins vous êtes présente, moins vous créez du contenu, moins vous avez forcément d'acquisition client, moins vous avez de prospects, et donc moins vous avez de ventes, et donc ça vous rajoute encore plus de pression et de saturation sur vos épaules. Là, la question centrale dans cet épisode, c'est pas du tout de vous donner des stratégies d'organisation ou même des stratégies de création de contenu, mais c'est plutôt de vous amener à vous interroger. Comment faire en sorte de diminuer mon implication quotidienne dans le marketing et la communication sans que ça pénalise mon acquisition, c'est-à-dire sans que j'ai un gap, une baisse de nombre de prospects qui rejoignent mes offres. Donc là, ici, j'ai vraiment envie de vous proposer des axes de réflexion. Vous allez voir, on va parler de système, on va parler de délégation, on va parler de stratégie, etc. Pour vous aider à vous interroger finalement sur votre implication quotidienne et sur l'efficacité de vos stratégies, de vos process, et aussi des convictions ou des croyances que vous pourriez avoir. Premier axe de réflexion, ça va paraître très simple, mais c'est fondamental, capitaliser sur ce que vous savez faire de mieux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se forcent à continuer un format de contenu parce que c'est ce qui a fait leur succès, leur notoriété, ou parce que c'est le truc que tout le monde fait dans le secteur. Je pense au podcast, je pense à YouTube, je pense à LinkedIn, etc. Et en fait, si vous ressentez une certaine forme de résistance, de procrastination, d'ennui, de démotivation, posez-vous cette question-là en priorité. Est-ce que c'est le bon format pour moi ? Souvent, on nous a enseigné que la performance, elle vient du format. Donc, il faut faire des podcasts pour bâtir un lien. Il faut faire de la vidéo pour avoir de la visibilité long terme, etc., etc. Et la plupart des entrepreneurs choisissent leur canal en fonction de ce qui est supposé marcher, plutôt que de capitaliser sur leurs forces. Alors, évidemment, bien sûr qu'il y a des contraintes en termes de clientèle, de marché, mais essayez de vous demander quel est le format le plus naturel et le plus kiffant pour moi. Et je peux vous assurer que c'est ce qui fera votre régularité aussi sur le long terme et votre efficacité, ça se voit, ça se ressent. Et en fait, quand vous n'êtes pas sur la bonne plateforme pour vous, la courbe d'apprentissage, elle est interminable. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à essayer de comprendre les codes d'une plateforme que vous n'aimez pas, à produire du contenu que vous n'aimez peut-être pas vous montrer, vous n'aimez peut-être pas parler, la vidéo, vous trouvez ça lourd, chronophage, etc. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux finalement, ça entraîne de la démotivation, de la procrastination et du coup encore plus de pression sur vos épaules parce que vous êtes tout le temps en train de vous dire mais pourquoi est-ce que je suis pas aussi présente que j'aimerais l'être ? Et honnêtement, le meilleur système de contenu, c'est celui où vous allez capitaliser sur le format que vous préférez. Donc, il y en a qui excellent en vidéo, à l'écrit, enfin, peu importe en fait. Et ça va devenir votre pièce maîtresse. Toute votre production de contenu, 90% de vos efforts vont être dirigés vers cette plateforme-là. Et le reste, ça va être de la distribution, ça va être du recyclage sur les autres plateformes. Tout va prendre sa source de votre format phare finalement. Et ensuite, on va pouvoir décliner le reste. C'est vraiment là, dites-vous, en tant qu'entrepreneur, essayez de capitaliser sur les 20% d'efforts, les 20% de contenu qui vont vous ramener le plus de clients. Et généralement, c'est ce dans quoi vous êtes la plus douée. Deuxième axe de réflexion, c'est arrêter de confondre idée et distribution. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, s'il y a beaucoup de pression sur vos épaules par rapport à la création de contenu, c'est aussi parce que vous ne déléguez pas assez, parce que vous avez l'impression que vous êtes la seule à pouvoir produire du contenu dans votre boîte. Mes idées ne sont pas délégables, c'est la croyance que j'ai très régulièrement en accompagnement client. Faites bien la distinction entre idée et distribution. Ne mélangez pas tout. L'idée, c'est la conviction, c'est le message derrière, c'est la croyance, c'est l'angle que vous allez adopter. Vous voyez que là, je vous parle pas d'infos théoriques. Pour moi, les infos, l'apport de valeur au sens strict, c'est-à-dire que vous apportez des infos, pour moi, ça fait pas partie de l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment ce que vous allez garder. En tout cas, si le business est centré autour de votre personal branding, que vous voulez continuer à créer du contenu, etc. Parce que vous pourriez totalement avoir un business dans lequel la stratégie de contenu, le marketing sont totalement délégués. En général, moi, les business que j'accompagne, c'est pas ça. En général, vous continuez à créer du contenu vous-même. Donc, l'idée, vous la gardez. Par contre, tout ce qui est distribution, donc c'est-à-dire apport théorique de valeur, les infos, n'oubliez pas l'info en 2026, 2027 et encore plus en 2028, etc. C'est une commodité. Vous n'apportez rien quand vous apportez des infos. Donc la distribution, c'est l'accroche, le format,
le visuel, la planification, la mise en forme, la relecture, etc. Tout ça, ça peut être délégué. Et essayez vraiment de prendre tout votre process de création de contenu et dites-vous, à partir de quel instant du process de création, ma présence, mon implication quotidienne devient facultative. En tout cas, ça pourrait être fait sans que ça n'ait de conséquences vraiment sur le résultat final. Je vous prends un exemple que j'ai vu dans la story de Haute Georgelin, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup suivre, qui disait en gros, donc elle, c'est carousel Instagram, elle continue à faire la première slide et elle délègue le reste. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait, j'imagine, hein, elle fait tout ce qui est l'idée, ce qu'elle veut mettre dedans. Elle fait la première slide parce que pour elle, c'est son kiff et c'est vraiment sa patte qui fait qu'on distingue son compte parmi les autres. Et le reste du carrousel, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place, quelqu'un de son équipe. Et donc, essayez de ne pas réfléchir de manière binaire en mode le podcast, il y a que moi qui m'en occupe, la newsletter, il y a que moi qui m'en occupe. Ah, je peux déléguer tel canal, mais plutôt demandez-vous quelle est la partie, à quel moment dans mon process est-ce que c'est le plus judicieux de commencer à déléguer. J'ai eu 2 exemples clients récemment, donc 2 clients qui sont dans des domaines techniques et qui me disaient je peux pas déléguer la création de contenu à n'importe qui puisque je suis dans un domaine technique, scientifique, il faut avoir une formation pour pouvoir créer du contenu par rapport à ça. Mais là pareil, on a repris le process de A à Z et on a vu où est-ce que ça coinçait. En fait, très souvent dans votre création de contenu, vous ne pouvez pas déléguer parce que votre process, il est inutilement trop lourd ou trop complexe. Je vous donne un exemple. Donc, un client à moi, donc qui crée toutes les semaines il est sur YouTube, il a un blog sur des choses vraiment des contenus qui sont très scientifiques et qui sont validés par un scientifique. Donc ça, ok, c'est un petit peu le cœur de sa création de contenu. Par contre, les publications Instagram, il y avait un process qui était trop lourd par rapport à la quantité de contenu long qu'il y avait à côté. C'est-à-dire que les contenus Instagram, normalement, c'est juste du recyclage. On remet les infos, on remet les graphiques, en faisant des graphiques plus sympas, etc. Et là, pour ce recyclage-là, il n'y a pas besoin d'y passer autant de temps. Il n'y a pas besoin d'y mettre autant d'infos scientifiques parce qu'on a aussi revu la stratégie de contenu. Il y avait trop d'apports scientifiques dans les contenus, ce qui n'était pas efficace d'un point de vue conversion et ce qui alourdissait les process. Donc, trop de contenu scientifique, trop d'aller-retour, trop de validation, alors que ces publications Instagram devraient simplement se baser sur des contenus longs qui ont déjà été publiés, qui ont déjà été validés. C'est assez technique, mais en fait, c'est pour vous montrer que des fois, on ne délègue pas parce que notre process est inutilement centré autour de nous-mêmes et inutilement trop lourd et trop complexe. Autre axe de réflexion qui, je pense, est l'un des plus importants, c'est que arrêtez de penser votre contenu en pièces éparpillées et commencez à penser en système. La plupart des entrepreneurs que je suis sont très impliqués dans leur communication, mais en fait, toutes les semaines, c'est comme si elles balançaient des spaghettis contre le mur. C'est-à-dire que ce sont des contenus qui sont isolés, qui survivent peut-être une demi-journée, 2 journées, une semaine, mais qui ne redirigent vers rien. Il n'y a aucun lien entre les différents contenus, les contenus précédemment créés. Ça permet pas aux prospects de rentrer dans leur tunnel de conversion, etc. Ça n'amène vers rien. Donc forcément, ce sont des contenus isolés qui sont pas dans une stratégie globale, qui demandent du temps et qui doivent tout le temps être renouvelés. Donc si une semaine vous ne publiez rien, y a rien qui se passe au niveau de votre visibilité et de vos conversions. Donc pensez en système. Comment est-ce qu'on me découvre? Comment est-ce que on tisse un lien de confiance et de proximité avec moi? Et comment est-ce qu'ensuite on est amené à consulter les offres que je vends? Très classique, c'est le b.a.-ba du marketing de contenu. Et du coup, il y a un principe fondamental pour créer du contenu intelligemment, et je sais que vous le savez, c'est chaque pièce de contenu doit servir de porte d'entrée. Alors peut-être pas chaque contenu, mais 80% de vos contenus doit servir de porte d'entrée vers un système d'acquisition qui se veut evergreen et automatisé. Je m'explique. Admettons que vous soyez sur Instagram, chacun de vos contenus Instagram doit permettre de rentrer un peu plus dans votre univers, donc de rentrer dans votre newsletter, de regarder des vidéos un peu plus approfondies, de réserver un appel avec vous, etc. En fait, chaque contenu sur Instagram est une porte d'entrée qui doit ensuite amener celui qui vous découvre, amener votre abonné vers votre système de conversion. Donc, pensez en système et non pas en pièces éparpillées. Qu'est-ce que ça peut être un système d'acquisition? Ça peut être simplement le fait de rediriger vers un appel diagnostic, un appel découverte, très classique. Ça peut être redirigé vers un formulaire de candidature. Ça peut être redirigé vers une formation gratuite, vers une étude de cas, vers une VSL, vers un quiz.
vers un essai gratuit si vous avez un logiciel ou une plateforme de formation, etc. Mais tous les contenus que vous créez doivent faire progresser votre prospect. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir produire moins et avoir plus de prospects entrants et plus de conversions parce que tout votre système, il va travailler pour vous. Donc, vraiment, reprenez l'image de j'ai un système evergreen, donc qui tourne toute l'année et qui est automatisable en partie. Pensez aux séquences email ou choses comme ça. Comment est-ce que je fais rentrer de plus en plus de personnes dedans? Et en fait, ça enlève une pression sur vos épaules parce que le contenu seul, il a plus besoin de jouer le rôle de je te rends visible, je crée du lien avec ton audience et je vends tes offres. Le contenu seul, il a seulement pour objectif d'être une porte d'entrée vers votre système. Et dans ces cas-là, ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps et ça enlève une pression sur vos épaules. Donc, une pièce de contenu qui alimente la machine, c'est une pièce de contenu qui fait rentrer dans votre système. Le système, ça peut être aussi contenu Instagram, automatisation ManyChat et renvoi vers un formulaire d'appel découverte. Si vous prenez un exemple, par exemple, Anaïs Kersanti, qui est coach business et qui a un programme business pour les entrepreneurs débutants, et moins débutants d'ailleurs, Anaïs, c'est très simple et elle fait 100 000 € par mois. Elle a des carousels Instagram qui redirigent vers un formulaire pour prendre un appel de 15 minutes avec elle, un appel diagnostic, et ça redirige ensuite, j'imagine, vers son académie, donc son programme d'accompagnement. Et il y a beaucoup de personnes par le passé qui me disaient mais tu communiques peu. C'est vrai que sur Insta, moi j'ai toujours fait un peu le fantôme. Des fois je suis là, des fois je suis pas là. C'est comme ça depuis 2019. Mais en fait, ce qui a changé la donne à l'époque de la Micropreneur Academy, c'est que chaque personne qui me découvrait était redirigée vers un challenge gratuit qui s'appelait 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, ou 5 jours pour trouver votre prochain client. Enfin voilà, il y avait plusieurs, on va dire, j'ai fait plusieurs challenges gratuits. Il y avait des bootcamps payants, mais c'était le même système. En fait, chaque personne qui rentrait dans mon écosystème était redirigée, et elle le faisait quasiment toutes, elle était redirigée vers la formation gratuite. Et ça, ensuite, ça m'a mené vers la liste d'attente de la Micropreneur Academy. Et c'est comme ça qu'en fait, en continu, surtout que j'avais branché de la publicité là-dessus, en continu, j'avais des prospects qui me découvraient, mais au lieu de me découvrir et de rester là, de tâtonner, de me suivre pendant des années sans trop agir, il y avait déjà, on leur proposait déjà une prochaine étape. Tout ça, vous le savez, mais je sais que c'est très facile quand on crée du contenu au quotidien de s'égarer un petit peu dans sa stratégie, en fait, au bout de plusieurs années et de plus savoir trop vers quoi on renvoie. Donc, essayez de vous poser et de vous dire, voilà, quel est mon système d'acquisition? Le plus simple possible. Autre axe de réflexion pour les business d'accompagnement qui délèguent l'accompagnement en tout ou partie et pour les agences. Donc, en gros, quand vous avez des membres de votre équipe qui s'occupent du delivery, donc de l'accompagnement ou de la prestation client. Vous n'êtes pas obligé d'être la seule voix et image de votre business. Impliquez votre équipe et ça peut être l'un de vos meilleurs atouts en fait pour la conversion. Mettez votre équipe en avant. Moi, je l'ai beaucoup fait à l'époque de la Micropreneur Academy. Mettez-la sur les pages de vente. Mettez-la, invitez-la dans des lives. Faites-la créer du contenu. Par exemple, vous avez un programme business avec des coachs, mais faites-leur créer du contenu sur leur vision des choses, sur comment ça se passe, des anecdotes, des choses comme ça. Montrez votre équipe, donc montrez vos événements, montrez, je sais pas moi, les backstage de vos réunions, mais aussi laissez les membres de votre équipe apporter de la valeur. Ils apportent de la valeur pour vos clients, ils peuvent apporter de la valeur pour votre audience. Donc votre équipe, elle peut vous seconder dans votre communication, dans les lancements. Moi, quand je faisais des événements de lancement, il y avait souvent un groupe Slack, il y avait des lives, mais mon équipe était sur le groupe Slack, elle interagissait avec les prospects. Mon équipe était là lors des lives, elle s'occupait de la gestion du chat, etc. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Moi, ça me permettait. Pourtant, avec du recul, j'aurais pu plus capitaliser là-dessus. Mais ça m'avait permis en tout cas d'avoir une certaine pression en moins par rapport à ma communication, puisqu'en fait, il y avait une partie de mon équipe aussi qui s'occupait de la communication avec moi. Et puis surtout, ça faisait aussi accepter l'équipe à mes clients, à mes prospects. Ça n'a jamais posé souci. Et d'ailleurs, on m'interroge souvent là-dessus. Mon équipe, elle a toujours été super bien acceptée et hyper appréciée. J'étais pas du tout la seule personne de référence pour mes clients. Parce que justement, dès le début, sur la page de vente, sur le compte Instagram de la Micropreneur Academy, dans les événements de lancement, dans les contenus gratuits, je parlais de mon équipe et surtout, je la laissais s'exprimer, être sur le devant de la scène aussi à mes côtés. Ce qui fait que l'équipe, elle était déjà acceptée en fait par les prospects. Les prospects connaissaient déjà les membres de la Micropreneur Academy, les coachs, et c'est aussi ça qui leur donnait envie de rejoindre le programme. Et si on raisonne un petit peu comme ça, c'est pareil, hein, vos clients, tout ce qui est témoignage client, tout ce qui est UGC, tout ce qui est étude de cas,
Les témoignages que vous allez mettre dans vos contenus, dans votre newsletter, mais faites participer vos clients. En plus, si vous avez des clients satisfaits, je pense qu'ils seront ravis aussi de parler de votre expérience avec eux. Et c'est des contenus qui sont ultra efficaces sur le plan de la conversion. Et puis, 5e élément de réflexion, là, je pense que ça va peut-être... je sais qu'il y a de la résistance par rapport à ce sujet, mais la vraie fatigue, pour moi, c'est de miser uniquement sur l'organique. En 2026, à l'ère de l'IA, de l'hyperconcurrence, la saturation des marchés, la publicité, c'est le coup de pouce énorme qui peut tout faire changer et qui peut aussi accélérer l'efficacité de votre contenu gratuit. C'est vraiment un cercle vertueux. Si vous avez des offres qui se vendent, si vous avez un messaging, si vous avez des angles marketing qui sont déjà validés, si vous avez un petit peu de trésorerie, mais capitalisé sur la publicité. En fait, toute stratégie business demande l'un de ces 3 ingrédients au moins. Du temps, des compétences, de l'argent. Quand vous n'avez plus de temps, demandez-vous comment acheter ce temps-là ou comment acheter cette efficacité-là. Donc, je vous dis pas de basculer à 100% sur une stratégie Meta Ads ou Google Ads, mais peut-être d'y consacrer 20-30% de votre acquisition. Aujourd'hui, ce qui met de la pression sur vos épaules, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que vous faites porter à votre contenu organique, donc le contenu sans publicité, 3 rôles différents bien distincts. La visibilité, le lien avec votre audience, le lien de confiance de proximité et la conversion. C'est énorme. C'est ça qui crée la pression. Moi, je vous propose un autre système dans lequel l'organique, il est plus là pour porter tous ces rôles à la fois. L'organique, il est là pour nourrir le lien que vous avez avec vos prospects, nourrir la confiance, entretenir le lien. Je m'explique. Pour moi, je vois un système mixte, c'est le système qui marche le mieux et tous les grands infopreneurs, entrepreneurs du web, etc., agences vous diront la même chose. On ne peut pas se passer de contenu organique maintenant, à l'heure actuelle. La publicité, son seul rôle, c'est de vous mettre en face de nouveaux prospects, de montrer votre business à de nouveaux prospects. Ensuite, c'est le contenu organique qui va prendre le relais. C'est-à-dire que les ventes, elles vont pas se faire juste avec la publicité. La publicité, c'est comme si c'était un camion qui vous amenait 50 prospects. Donc le camion, il passe 3 fois par jour et il débarque sur le quai 50 prospects. Les prospects qui arrivent, vous allez les accueillir. Bonjour, bienvenue, voilà, je fais ça, machin. Vous allez leur montrer, imaginez, c'est une visite guidée. Vous allez leur montrer votre business, tout ce qui se passe, etc. La pub, elle vient vous amener des camions de prospects et ensuite, c'est l'organique qui prend le relais pour nourrir un lien, pour montrer ce que vous faites, pour montrer vos témoignages clients, etc. Les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. C'est pour ça que quand on fait de la publicité Facebook, il faut continuer à poster, le poster de manière stratégique en vous disant, OK, la publicité m'amène tous ces prospects froids. Comment je fais en sorte, moi, qu'ils arrivent dans un espace qui est alimenté de manière stratégique, qui met en avant ma compétence, mon expérience, etc. Et donc, grâce à la publicité, votre organique, il a plus qu'un rôle et ça crée vraiment un soulagement, c'est une pression en moins. Votre organique, il est là pour nourrir la relation. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, je trouve que ça fait énormément redescendre la charge mentale et la pression qu'on se met sur les épaules. Parce que vous le savez, quand vous créez du contenu, en général, ce que vous aimez faire, c'est créer du lien, c'est discuter avec votre audience. Sauf que ce qui vous gâche un petit peu le plaisir, c'est le fait de toujours essayer de créer des contenus pas viraux, mais des contenus qui vous ramènent de la visibilité, qui sont vus par d'autres personnes que vos abonnés. Et c'est ça qui, généralement, pêche le plus, parce que c'est le plus difficile à faire. Vous, ce qui vous plaît, c'est de raconter ce que vous faites et de créer du lien. Mais la publicité, ça vous amène les personnes et ensuite, ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous aimez le mieux faire. Le coût d'entrée pour un business à 6 chiffres, il n'est pas si élevé que ça finalement. Vous pouvez commencer à 10 euros par jour, 20 euros par jour. Il n'y a pas besoin non plus de mettre 5 000 euros en publicité comme je faisais avant. 10 euros, 20 euros par jour, ça peut suffire à produire cet effet-là des prospects qualifiés qui rentrent tous les jours sans que moi j'ai à me creuser la tête pour trouver des contenus de visibilité. Et puis aussi, ça permet de lisser votre acquisition, forcément. La pub, ça vous ramène des prospects, un nombre de prospects qui est assez stable tous les mois. Bien sûr, ça peut dépendre de la saisonnalité, ça peut dépendre des créas que vous allez publier, que vous allez tester. Mais globalement, ça vous permet de lisser votre acquisition et avoir un volume de prospects qui soit stable et qui soit prédictible. Ce qui est assez intéressant pour un business à 6 chiffres comme le vôtre. Plus l'acquisition va être lissée, plus ça va être facile pour vous de développer votre activité, d'augmenter au fur et à mesure la capacité client. Et donc, le message central que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, qui était un petit peu long, c'est votre création de contenu vous met la pression parce que elle répond à trop d'objectifs de votre part, trop d'objectifs business, donc visibilité, conversion, etc. Et parce qu'elle est trop centrée sur vous. Vous pouvez très bien être moins impliqué quotidiennement dans la création de contenu quand vous y mettez les bonnes stratégies et les bons systèmes.
Et je vais finir cet épisode avec une petite action concrète, à faire pour vous pour les 7 prochains jours. Regardez les contenus que vous avez prévus et demandez-vous quels sont les contenus qui alimentent vraiment un système d'acquisition et quels sont les contenus qui, au contraire, sont un peu éparpillés, pas intentionnels et un peu lancés dans le vide. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite.